Ce sera 60 dollars pour le sac, monsieur. La politique est la politique, et le vôtre est clairement trop grand pour un bagage cabine. Les mots, tranchants et glacés d'impatience, fendirent l'air déjà tendu du terminal B12. Camille, l'agente de comptoir de la compagnie aérienne, ne leva même pas les yeux de son écran. Son badge étincelait sous la lumière crue. Devant elle se tenait Émile Duret, un homme dont les 82 années se lisaient dans les rides douces autour de ses yeux et dans le léger tremblement de ses mains, agrippé à la poignée d'un sac de voyage en toile usée, mais soigneusement entretenu. Il avait l'air, pour un œil pressé, de n'importe quel passager âgé, peut-être un peu fatigué, un peu perdu dans le tumulte de l'aéroport. Mais en cet instant, il était profondément vulnérable. Sa demande, polie et discrète, d'une exonération de frais avait rencontré un mur d'indifférence bureaucratique. Si vous croyez que chaque âme mérite la dignité, surtout celles qui ont tant sacrifié, commentez respect ci-dessous. Émile n'était pas un homme habitué à demander des faveurs, encore moins à discuter. Sa vie avait été marquée par le service, le devoir et une résilience silencieuse, un contraste brutal avec l'humiliation présente. Des décennies plus tôt, l'uniforme qu'il portait n'était pas cette veste de tweed élimée, mais la tenue kaki impeccable de l'armée française. Ses pas, jadis assurés et disciplinés sur des terres étrangères, résonnaient maintenant plus doucement, accompagnés d'une canne en bois simple. Il voyageait pour une réunion, un rassemblement des derniers membres survivants de son unité. Un moment chargé de mémoire, de camaraderie, presque sacré. Le sac, objet du mépris de Camille, ne contenait pas des objets de valeur en euros, mais des trésors personnels inestimables. Son uniforme de cérémonie soigneusement plié, quelques photos fanées et une petite boîte en velours qu'il n'ouvrait presque jamais. Il avait espéré garder ce bagage avec lui, le porter près de son cœur. L'idée qu'il soit jeté dans la soute, parmi les valises grossières et les clubs de golf, le remplissait d'une angoisse sourde. L'aéroport était un concert désordonné de pas précipités, d'annonces inaudibles et du bourdonnement constant de l'impatience moderne. Émile se sentit, une fois de plus, comme un vestige d'un autre temps. Il inspira lentement, l'odeur de carburant et de sandwich préemballés lui piquant les narines, et essaya encore une fois. « Mademoiselle, ce sac est très important pour moi. Vous êtes vraiment certaine qu'il n'y a aucune exception possible ?» Camille soupira, bruyamment, comme si on lui arrachait un sacrifice. « Monsieur, tout le monde pense que son sac est important. Si je fais une exception pour vous, je dois le faire pour tout le monde. Ou il ne monte pas. Nous allons commencer l'embarquement du groupe 1. » Son regard glissa vers la file grandissante derrière Émile, une tactique de pression bien rodée. Certains passagers soupirèrent, d'autres regardèrent leur montre. Émile sentit une chaleur désagréable lui monter au cou. Il ne s'agissait pas de l'argent, même si chaque sou comptait avec sa pension de vétéran, mais du mépris, du refus d'accorder un instant d'humanité à un geste profondément symbolique. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste, ses doigts frôlant le métal froid d'un objet qu'il portait toujours. Une présence silencieuse. « C'est juste que je vais à une commémoration pour mes frères d'armes, » murmura-t-il. Les mots lui coûtèrent plus que les 60 dollars jamais ne l'auraient fait. Camille ne bougea pas. Pire encore, son expression se durcit. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur, mais cela ne change rien aux règles de bagage. » Elle tapa nerveusement son stylo contre le comptoir. « Carte ou espèce ?» Son collègue, un jeune homme désinvolte nommé Julien, ricana doucement, amusé par le malaise de l'octogénaire. Le superviseur, un certain monsieur Perrin, leva à peine les yeux de son clavier. Voyant que Camille gérait, il retourna à ses tableaux Excel, considérant l'incident comme sans importance. L'injustice lui mordit les entrailles. Émile savait qu'il bloquait la ligne et les soupirs d'agacement devenaient plus audibles. Le bruit de l'aéroport se mua en une rumeur étouffée, les visages devenant flous sous les néons impitoyables. Il se sentit nu sous les regards, jugé sans procès. Un sentiment de honte monta, le premier depuis ses premiers jours de conscrit maladroit. Puis, quelque chose d'ancien, de solide, comme une braise vivace, se ralluma. Pas pour lui, mais pour ce que ce sac représentait. Il pensa à Duval, tombé à 19 ans, et au sergent-chef Marchand, qui avait chargé un bunker ennemi armé d'un simple couteau. Ce sac portait leur mémoire aussi.
Il aurait pu céder, payer, laisser ses reliques sacrées être jetées parmi les bagages anonymes. Mais une force en lui, forgée dans des batailles que Camille ne pouvait imaginer, résista. Il n'implorait pas. Il demandait un peu de compréhension. Il sortit lentement son portefeuille. Un geste qui lui semblait une reddition. Ses doigts tremblaient. Le plastique froid et impersonnel lui sembla glacial. Soudain, une présence traversale d'embarquement comme un éclair. Un homme grand, au costume sombre impeccablement taillé, s'approcha du comptoir. Sa démarche était précise, assurée, empreinte d'une autorité qui fit taire plusieurs conversations aux alentours. Il n'était pas en uniforme, mais il avait la prestance d'un commandant. Son regard balayait la scène. Camille, Émile, le sac. Quelque chose s'alluma dans ses yeux, une reconnaissance lente, peut-être même douloureuse. Camille suspendit son geste. « Il y a un problème ici, agente ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais qui coupa l'air comme un sabre. Camille se raidit. « Aucun, monsieur. » Juste une application standard de notre politique. Ce monsieur a un bagage cabine trop grand, mais l'homme ne regardait pas le sac. Il fixait Émile, l'examinant avec une intensité respectueuse. Il fit un pas de plus. « Excusez-moi, soldat, puis-je connaître votre nom ?» Émile cligna des yeux. « Émile Duret. » Les traits de l'homme s'éclairèrent, et il se redressa comme s'il saluait. « Duret, bataillon 12e chasseur alpin, col de l'hiver, 1958. » Oui, j'y étais. Un moment suspendu les enveloppa. L'homme se tourna lentement vers Camille. « Monsieur Perrin ?» appela-t-il sans élever la voix. Le superviseur accourut enfin. « Savez-vous qui est cet homme ?» demanda l'inconnu, son ton devenu tranchant. Camille bafouilla. « C'est un passager, monsieur. » « Non, c'est le sergent Émile Duret. Il n'a pas seulement survécu au col de l'hiver. Il a tenu la position pendant 2 jours entiers, après que son unité ait été décimée. Il a sauvé des dizaines de vies. Il a reçu la Légion d'honneur. Et vous voulez lui faire payer $60 pour un sac contenant probablement cet uniforme même ?» Il sortit un portefeuille de cuir et le déplia. Carte militaire. Grade, général de division. Je suis le général Vincent Duret. Et ce héros n'est pas seulement une légende de notre armée. C'est mon grand-père. Un frisson parcourut la salle. Camille recula d'un pas, comme si la présence du général l'écrasait soudainement. Julien, l'agent stagiaire, semblait prêt à disparaître sous le comptoir, ses doigts crispés sur la lanière de son badge. Même le garde de sécurité, jusque-là campé dans une posture d'autorité, détourna le regard, soudain très intéressé par le sol en carrelage. Perrin, le responsable de l'escale, balbutia une suite d'excuses sans queue ni tête. Son visage blême, perdant toute trace de la morgue affichée quelques instants plus tôt. Le général ne leva pas la voix. Il n'avait pas besoin. Sa simple stature, son regard droit, sa voix grave et lente suffisaient à imposer silence et honte. Il tenait toujours le sac d'Émile à la main, comme on porte un drapeau replié. Il le fit glisser légèrement sur son bras et fixa chacun des employés tour à tour. Ces mots tranchèrent dans l'air tendu comme une lame. « Ce n'est pas une question de 60 €, dit-il d'un ton calme mais implacable. Ce n'est pas une question de procédure, ni de dimension de bagage. » Il marqua une pause. Tout le terminal semblait suspendu à ses lèvres. Même les passagers les plus pressés avaient cessé de remuer, figés comme des statues dans un instant qu'ils sentaient tous plus grands qu'eux. C'est une question de respect, de mémoire, de décence. C'est une question de reconnaître ce que certains ont donné pour que nous ayons aujourd'hui le luxe de discuter de règlement. Et il s'arrêta là parce qu'il n'avait rien besoin d'ajouter. Il se tourna vers son grand-père et sa voix se fit douce. « Grand-père, tout va bien ?» Émile acquiesça, la gorge serrée. « Maintenant, oui. Merci, mon garçon. » Le général prit le sac avec une délicatesse qui en disait long. Il le porta lui-même à bord, comme on porterait un drapeau replié ou une relique précieuse. Les passagers, d'abord impatients, les yeux rivés sur leurs montres ou leurs écrans, se turent un à un en comprenant ce qui se jouait devant eux. Le silence fit place à un frémissement, puis à des applaudissements sincères, bruyants, contagieux. Une femme âgée, assise près du hublot, leva un mouchoir à ses yeux. Un adolescent rangea ses écouteurs. Un agent de bord se raidit et plaça sa main sur le cœur. Le pouvoir venait de changer de main, pas celui des galons ou des badges d'accès, mais celui du respect authentique, celui qu'on ne réclame pas, mais qu'on reconnaît. Camille fut discrètement écarté du comptoir,
ces mots polis masquant mal l'embarras qui la faisait trembler. On ne l'humilia pas, on ne cria pas. C'était pire encore, le calme implacable de ceux qui savent. Quant à Émile, il fut escorté à bord, non plus comme un passager secondaire, mais comme un invité d'honneur. On lui offrit une place en première classe, non pour le confort, mais pour la dignité. Le sac, ce simple sac de toile qui avait vu tant de routes, tant de silence, tant de veilles glaciales sous les étoiles d'Algérie ou d'ailleurs, fut rangé avec soin, pas dans le compartiment au-dessus. Non. Le général, toujours debout, le glissa doucement dans le compartiment à ses pieds, comme un soldat veillerait sur un camarade blessé. Certains combats ne se terminent jamais, dit le général en s'asseyant à ses côtés, la voix posée, les yeux humides malgré lui. Celui-là était plus facile que le col, répondit Émile en souriant, un sourire fatigué mais franc, forgé dans des années de boue, d'attente et d'oubli. Il se tourna vers le hublot, observa le soleil filtrer à travers la verrière et ajouta « Là-bas, on savait pourquoi on tenait. » Le général hocha la tête. Il se souvenait aussi. De cette nuit où le feu avait encerclé leur position, de cette main qu'Émile avait posée sur sa blessure pour l'empêcher de saigner à mort, du silence du matin qui avait suivi, peuplé des noms qu'on ne prononcerait plus. L'avion roula lentement sur le tarmac. Une hôtesse vint poser un verre d'eau sur la tablette d'Émile, avec une révérence qu'aucun protocole n'exigeait. Il la remercia doucement, l'appela « Mademoiselle », et elle sourit sans rien dire, consciente que ce petit mot valait bien plus qu'un pourboire. Dans la cabine, les passagers observaient sans oser commenter. Certains filmaient en cachette, d'autres détournaient les yeux, par pudeur ou par gêne, mais tous savaient qu'ils étaient en présence d'un instant rare, fragile, nécessaire. Quelque chose de vrai, de juste. Quand l'appareil quitta enfin le sol, le rugissement des moteurs sembla plus noble. Pas parce qu'ils volaient vers Paris ou Marseille ou une autre destination quelconque, mais parce qu'ils emportaient un homme que la nation avait failli oublier. Un homme que l'on avait regardé sans voir, écouté sans entendre. Mais plus maintenant. Car dans ce ciel infini, Émile Duret n'était pas juste un vieux monsieur avec un sac élimé. Il était le sergent Duret. Héros d'une époque. Mémoire vivante d'un combat trop souvent effacé des livres d'histoire. Et cette fois, tout le monde s'en souviendrait.